Je m'appelle Mira, j'ai 29 ans, et il y a 3 semaines, je me suis marié sans mes parents. Il y a quelques années, ils avaient dépensé 127 000 $ pour le mariage de mon frère Derek, faisant venir des proches de 3 États différents, louant un country club et engageant un orchestre de 12 musiciens. Mais quand j'ai annoncé mes fiançailles avec Nathan, un homme qui m'aime plus que je n'aurais jamais cru possible, mon père m'a regardé dans les yeux et a dit « Suis mes règles ou paie toi-même ». Alors, j'ai payé moi-même. Ce à quoi mes parents ne s'attendaient pas, c'est à la liste de mes invités, des PDG, des associés de grands cabinets d'avocats, un ancien sénateur, des personnes qu'ils avaient passé leur vie entière à essayer d'impressionner. Et quand la vérité sur leur soi-disant « fond de mariage » a éclaté. Disons simplement que certains secrets ne restent pas enterrés éternellement. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment en entendre plus. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. J'aimerais beaucoup savoir qui m'écoute. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 mois en arrière, à la nuit où Nathan a posé un genou à terre. Je m'appelle Mira Wells. Je suis comptable principal dans un cabinet de conseil financier à Boston. J'ai un bureau d'angle avec vue sur le port, un compte épargne retraite qui ferait pleurer de joie la version étudiante de moi-même, et exactement 0 dette. Je ne vous dis pas cela pour me vanter, mais parce que c'est important. Parce que pendant 29 ans, ma famille m'a traité comme si j'étais toujours à une mauvaise décision d'avoir besoin d'être secouru. Mes parents, Richard et Linda Wells, vivent dans une maison coloniale de 3 chambres à Worcester. Papa a pris sa retraite d'un poste de cadre intermédiaire dans une entreprise de fabrication il y a 5 ans. Maman a travaillé à temps partiel dans l'administration jusqu'à ce que je sois au lycée, puis elle a arrêté. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas riches. Ils ont ce genre d'aisance qui vient avec un prêt immobilier remboursé et des vacances en Floride tous les 2 ans. Mon frère Derek a 4 ans de plus que moi. L'enfant prodige, capitaine de l'équipe de football au lycée, diplôme de commerce de l'UMass, directeur des ventes dans une entreprise de technologie. Cela semble plus impressionnant que ce que son salaire suggère. Il y a 3 ans, Derek a épousé sa petite amie de l'université, Brittany. Le mariage a eu lieu au Hillrest Country Club. 250 invités, côte de bœuf et homard, une sculpture sur glace à leurs initiales. Mes parents ont tout payé, 127 000 $. Je connais le chiffre exact parce que ma mère l'a mentionné au moins 15 fois pendant la réception. Nous économisions pour cela depuis la naissance de Derek, disait-elle à tous ceux qui voulaient l'entendre, un verre de champagne à la main. C'est ce que font les parents. Je me tenais dans un coin cette nuit-là, dans une robe de demoiselle d'honneur qui n'était pas ma couleur, regardant mon père porter un toast sur « l'investissement dans la famille ». Et je me suis dit « d'accord. Quand ce sera mon tour, les choses seront différentes. Ils verront que je vaux aussi la peine d'investir en moi. » J'étais si naïve. J'ai rencontré Nathan Whitmore lors d'une conférence sur la conformité financière il y a 2 ans. Il y représentait son cabinet d'avocats, Morrison & Whitmore LLP, et j'y étais pour essayer de ne pas m'endormir pendant un panel sur les révisions du Code des impôts. Il m'a surprise en train de bâiller. Je l'ai surpris en train de rire de moi. Nous avons fini par prendre un café, puis un dîner, et nous avons fini par parler jusqu'à la fermeture du bar de l'hôtel. Nathan a 32 ans, il est associé dans le cabinet familial, il a une mâchoire carrée et des yeux bienveillants, ce genre de confiance tranquille qui vient du fait de n'avoir jamais eu à faire ses preuves auprès de personne. Mais voici ce que j'aime le plus chez lui, il écoute. Quand je parle, il m'entend vraiment. Sa famille est différente de la mienne. La première fois que j'ai rencontré sa mère, Eleanor, c'était dans leur maison de Beacon Hill. J'avais mis mon meilleur blazer, répété mes sujets de conversation dans la voiture. J'étais terrifié. La maison était magnifique, d'une beauté classique avec des peintures à l'huile et une bibliothèque qui sentait le cuir et l'histoire. Mais Eleanor a ouvert la porte elle-même, vêtue d'un simple pull en cachemire, sans maquillage. Elle m'a serré dans ses bras avant même que je puisse me présenter. « Nathan parle de toi constamment », a-t-elle dit. « J'ai l'impression de te connaître déjà. » Le dîner n'était pas un traiteur. Eleanor avait cuisiné un poulet rôti au romarin, des légumes du marché, une tarte au citron qu'elle avait faite cet après-midi-là. Nous avons mangé dans la cuisine, pas dans la salle à manger formelle, et elle m'a interrogé sur mon travail, mes loisirs, mes rêves. Personne dans ma famille ne m'avait jamais interrogé sur mes rêves.
Quand Nathan m'a ramené chez moi ce soir-là, j'ai pleuré dans son siège passager. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-il demandé, alarmé. Rien, ai-je répondu. C'est ça le problème. Rien ne va pas. Ta famille est juste. Ils sont si gentils. Il a serré ma main. Ils t'aiment déjà, Mira. C'est ta famille maintenant. Je ne savais pas à quel point cela signifierait pour moi par la suite. Nathan a fait sa demande un jeudi soir en octobre. Rien d'extravagant, juste nous deux sur le toit de notre restaurant préféré, les lumières de la ville scintillant en contrebas, la bague de sa grand-mère dans un écrin de velours. J'ai dit, oui, avant même qu'il ait fini sa question. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Mes mains tremblaient. Malgré tout, malgré toutes les années passées à être ignoré, je voulais encore qu'ils soient heureux pour moi. Maman, papa, j'ai une nouvelle. Nathan a fait sa demande. Nous sommes fiancés. Il y a eu une pause. Puis ma mère a poussé un cri. Un vrai cri de joie. J'ai entendu ma mère appeler mon père, Richard, Mira se marie. Pour un moment magnifique, j'ai senti que les choses pourraient être différentes. Ma mère a posé des questions sur la bague. Mon père a posé des questions sur le travail de Nathan. Il semblait fier. Nous te soutiendrons, chérie, a dit ma mère. Tout comme nous l'avons fait pour Derek. Nous aiderons pour le mariage. Ce soir-là, elle m'a envoyé un email. Je l'ai toujours. Je l'ai capturé d'écran dès qu'il est arrivé, car quelque chose en moi, un instinct que je ne voulais pas reconnaître, me disait que j'en aurais peut-être besoin un jour. L'email disait, Mira, ton père et moi en avons discuté. Nous voulons contribuer à hauteur de 100 000 $ pour votre mariage, exactement comme nous l'avions promis quand tu étais petite. Nous sommes si heureux pour vous. Amour, maman. 100 000 $, par écrit, avec un euro d'attache. Je suis resté assise à mon bureau, regardant cet email, et je me suis laissé croire. Je me suis laissé penser que j'avais peut-être eu tort toutes ces années. Peut-être qu'il me valorisait autant que Derek. Peut-être que j'avais été trop sensible, trop rapide à remarquer des dédains qui n'existaient pas vraiment. Cette croyance a duré exactement 3 semaines. Jessica Torres est ma meilleure amie depuis la première année d'université. Elle est aussi la wedding planner la plus talentueuse de Nouvelle-Angleterre, propriétaire des élégants affaires, avec une liste de clients comprenant des milliardaires de la tech et des dynasties fortunées. Mais je l'ai connue quand elle était une étudiante fauchée de 22 ans, avec un rêve et aucun capital de départ. Tu te souviens quand je t'ai prêté cet argent, ai-je demandé lors d'un déjeuner après mes fiançailles. Elle a ri, posant son verre d'eau pétillante. Nous étions dans un café de Back Bay, entouré de femmes en foulard Hermès et d'hommes en costume sur mesure. Jessica était à sa place. Elle avait cette élégance naturelle qui faisait penser aux gens qu'elle avait toujours eu de l'argent. Mira, tu m'as donné 15 000 $ sans intérêt et tu m'as dit de te rembourser quand je pouvais. Ce n'était pas un prêt, c'était une bouée de sauvetage. Eh bien, ai-je dit, je t'appelle pour une faveur. J'ai besoin d'une organisatrice de mariage. Ses yeux se sont illuminés. Enfin. J'attends ce moment depuis 2 ans. Dis-moi tout. Thème, lieu, nombre d'invités. Je lui ai exposé la vision que Nathan et moi avions discutée, intime, élégant, sans enfants, environ 80 invités. Une cérémonie en plein air dans un vignoble à Napa, où la famille de Nathan avait des contacts. Sans enfants, a répété Jessica en hochant la tête. Intelligent. Rien ne gâche une cérémonie comme un bambin qui hurle pendant les vœux. Mais elle a hésité. Ta famille est assez traditionnelle, non? Ça pourrait poser problème. J'ai fait un geste de la main. Ils comprendront. Mes parents veulent que ce soit spécial. Maman m'a déjà envoyé un email à propos de la contribution au budget. Jessica m'a regardé avec une sorte de pitié. Mira, ça fait 8 ans que je fais ça. Les familles traditionnelles et les mariages sans enfants. Cette combinaison ne se passe presque jamais bien. J'aurais dû l'écouter. Ce dîner était l'idée de mon père. Viens dimanche, a-t-il dit au téléphone. Ta mère prépare un rôti. Nous discuterons des plans de mariage. J'ai amené Nathan. Il portait une chemise boutonnée et son sourire le plus diplomate. La salle à manger de mes parents n'avait pas changé depuis mon enfance.
Même papier peint délavé, même lumière fluorescente, même photo encadrée des exploits de Derek au football au lycée sur le mur. Nous avons survécu au hors-d'œuvre avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge. Nous y avons beaucoup réfléchi, a-t-il dit, sortant une feuille de papier pliée de la poche de sa chemise. Et nous avons établi quelques directives pour le mariage. Directives. Il les a vraiment appelées directives. Il a lissé le papier sur la table. J'ai reconnu son écriture. Cramponnée, précise, la même plume qu'il utilisait pour mes commentaires sur les bulletins scolaires quand j'étais jeune, Mira doit s'appliquer davantage. Règle numéro 1, a-t-il lu. Toute la famille doit être invitée. Des deux côtés. Cela signifie votre grande-tante Marge, les enfants de votre cousin Tommy, les Henderson de l'église, tout le monde. J'ai senti Nathan se raidir à mes côtés. Règle numéro 2, pas de mariage sans enfants. Les enfants font partie de la famille. Règle numéro 3, pas de mariage à destination. La cérémonie reste locale. Règle numéro 4, nous avons l'approbation finale sur la liste des invités. Règle numéro 5, la cérémonie aura lieu à Sainte-Catherine. C'est là que ta mère et moi nous sommes mariés. Il a levé les yeux, satisfait, comme s'il venait de présenter une proposition commerciale raisonnable. Ma mère a hoché la tête à côté de lui. Ce sont les mêmes règles que Derek a suivies. C'est seulement juste. J'ai regardé la liste. 200 invités. Une église où je n'étais pas allé depuis le lycée. Chaque enfant hurlant et chaque parent moralisateur que j'avais passé ma vie d'adulte à éviter. Et si je ne suis pas d'accord, ai-je demandé doucement. L'expression de mon père n'a pas changé. Alors tu paies toi-même. J'ai essayé. Dieu, j'ai essayé. Papa, la politique sans enfant n'est pas faite pour exclure qui que ce soit, ai-je expliqué en gardant une voix calme. Le neveu de Nathan a gâché la cérémonie de son meilleur ami l'année dernière, renversé la bougie, commencé à pleurer pendant les vœux. Le couple était dévasté. Nous voulons juste éviter ça. Mon père n'a pas scié. Les enfants sont la famille. Ok, que diriez-vous d'un compromis, ai-je insisté. Les enfants peuvent venir à la réception, juste pas à la cérémonie. Comme ça. Non. Nathan m'a serré le genou sous la table. Un avertissement, ne pousse pas pour la liste d'invités. 200 personnes, c'est beaucoup. Et si nous invitions la famille proche et les amis intimes? Peut-être 100. Ma mère a laissé échapper un rire sec. 100. Mira, j'ai déjà dit à tante Marge, oncle Tom, aux Henderson, aux Fitzgerald. Attends. Je l'ai fixé. Tu leur as déjà dit? Elle a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Eh bien, oui. Quand tu as annoncé les fiançailles, les gens ont demandé. Je ne pouvais pas juste ne rien dire. Linda leur a dit qu'ils recevraient des invitations, a coupé mon père. Ce qu'ils feront. Ce n'est pas négociable. Je me suis adossé à ma chaise. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de nous. La main de Nathan était toujours sur mon genou, sa prise plus ferme maintenant. Ma mère planifiait déjà une liste d'invités qu'elle ne m'avait pas consultée. Elle avait fait des promesses en mon nom à des gens que je connaissais à peine. Et mon père avait écrit des règles, de vraies règles écrites, pour mon propre mariage. Derek n'a pas eu à suivre ces règles, ai-je dit doucement. Le visage de mon père s'est durci. Derek a compris les valeurs familiales. Mais ce n'était pas vrai, et nous le savions tous les deux. J'ai appelé Derek ce soir-là depuis la voiture de Nathan. La pluie striait le pare-brise, brouillant les lumières de la rue en taches d'or. Tu peux leur parler, ai-je demandé. Peut-être que si tu leur expliquais que les mariages sans enfants sont normaux maintenant. Ils t'écouteraient. Derek a soupiré. Le son d'un match de basket joué en fond. Mira, allez. Tu sais comment ils sont. Je sais, mais ils te respectent, si tu leur disais. Écoute, sa voix a baissé. Tu sais que maman et papa avaient un fonds séparé pour moi, non? Depuis que j'étais gamin, ils n'avaient pas à suivre de règles parce qu'il n'y avait jamais de questions sur le genre de mariage que j'aurais. J'ai serré le téléphone plus fort. Quel fonds séparé? Une pause, trop longue. Derek, quel fonds? Je pensais que tu savais. Il semblait sincèrement surpris. Maman m'a dit il y a des années.
Papa a mis de l'argent de côté pour moi quand je suis né. Une sorte de compte d'investissement pour mon avenir. Apport pour la maison, mariage, peu importe. Et moi? Est-ce qu'ils en ont mis un de côté pour moi? Silence. Derek? Je ne sais pas, Mira. Sa voix était mal à l'aise maintenant. Je veux dire, papa a toujours dit. Tu sais comment il est. Vieux jeu. Il imaginait que tu épouserais quelqu'un qui s'occuperait de ces choses-là, que la famille du mari paierait le mariage. C'est juste ce qu'il croyait. La pluie tombait plus fort. Nathan m'observait depuis le siège conducteur, une inquiétude gravée sur son visage. Donc, il n'y a jamais eu de fonds pour moi, ai-je dit platement. Les 100 000 $ que maman a promis. Ils n'ont pas vraiment l'intention de les donner. Je ne sais pas. Peut-être, Mira. Je ne sais pas, c'est bon, ai-je dit. Merci d'être honnête. J'ai raccroché et j'ai regardé la pluie. 29 ans. 29 ans à penser que je faisais partie de la même famille, du même amour, du même avenir. Je comprenais maintenant. Je n'ai jamais fait partie de cela. Mon père a appelé le lendemain. Pas de salutation, pas de préambule. J'ai besoin de ta décision, Mira. Les règles tiennent. Accepte-les ou laisse tomber. J'étais à mon bureau, en train de réviser les rapports trimestriels. Mon bureau d'angle, ma vue sur le port, la vie que j'avais construite entièrement par moi-même. J'ai une question d'abord, ai-je dit. As-tu donné à Derek ces mêmes règles? Silence. Exigeais-tu qu'il invite 200 personnes? Exigeais-tu une approbation finale de sa liste d'invités? Menaçais-tu de retirer le financement s'il ne s'y pliait pas? Derek a compris les valeurs familiales. Ce n'est pas une réponse. La voix de mon père est devenue froide. Derek est mon fils. Il perpétue le nom de famille. Tu te maries dans une autre famille. Les Whitmore seront ta famille maintenant. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Enfin, la vérité qu'il n'avait jamais tout à fait dite à voix haute. Donc, parce que je suis la fille, je vaux moins. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu à le dire. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de ma mère, Richard, dis-lui qu'elle est dramatique. Maman, ai-je dit, coupant la parole. Je t'ai entendu. Et je ne suis pas dramatique. Je suis clair. Mon père a pris une inspiration. C'est notre offre finale. Accepte les conditions ou finance le mariage toi-même. Nous ne serons pas manipulés par la culpabilité ou des bêtises modernes. J'ai pensé à l'email que ma mère m'avait envoyé, la promesse de 100 000 $, l'horodatage que j'avais capturé. J'ai pensé à la confession accidentelle de Derek, le fond qui existait pour lui et jamais pour moi. J'ai pensé à Eleanor Whitmore, qui m'avait serré dans ses bras dès la première fois que nous nous étions rencontrés et m'avait interrogé sur mes rêves. Je comprends, papa, ai-je dit. Je le financerai moi-même. Et j'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Nathan m'a trouvé sur le canapé ce soir-là, toujours dans mes vêtements de travail, regardant le vide. Il s'est assis à côté de moi, sans parler, juste présent, attendant que je sois prête. Ils n'ont jamais prévu de m'aider, ai-je dit finalement. Le tout, la promesse, l'email. C'était conditionnel dès le début. Ils voulaient le contrôle, pas me soutenir. Nathan m'a serré contre lui. Alors nous le faisons nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de leur argent, Mira. Nous avons l'un l'autre. Ce n'est pas à propos de l'argent, ma voix s'est brisée. C'est qu'ils pensent que je vaux moins que Derek. Ils ont toujours pensé ça, et j'ai continué à espérer que j'avais tort. Le lendemain matin, Eleanor a appelé. Nathan m'a dit ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Sa voix était chaleureuse, préoccupée, mais sans pitié. Je veux que tu saches quelque chose. Quand j'ai épousé James, mes propres parents ont désapprouvé. Ils pensaient que je me mariais en dessous de mon rang, un jeune avocat sans relation familiale. Ils ont refusé de contribuer au mariage. J'ai cligné des yeux. Je ne savais pas ça. La mère de James nous a donné 10 000 $. C'était tout ce qu'elle avait. Elle a dit, l'amour ne vient pas avec des conditions. Je n'ai jamais oublié cela. J'ai entendu sa respiration. Mira,
j'aimerais contribuer à hauteur de 50 000 $ pour ton mariage. Pas de conditions, pas de règles. Ce n'est pas de la charité. C'est ce que fait la famille. Et tu es la famille. Éléanore, je ne peux pas. Tu peux. Tu le feras. Son ton était doux mais ferme. Quelqu'un a fait cela pour moi une fois. Maintenant, je le fais pour toi. S'il te plaît, laisse-moi. Une semaine plus tard, un chèque est arrivé avec un mot manuscrit sur du papier cartonné ivoire. Le papier était épais et lourd entre mes mains, l'amour ne vient pas avec des conditions. Bienvenue dans la famille, ma chérie. Amour, Éléanore. J'ai pleuré pendant 1 heure. Mais pour la première fois depuis des semaines, c'était de bonnes larmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être comprenez-vous ce que je ressentais. Ce moment où vous réalisez que l'amour de votre famille venait avec un astérisque que vous ne connaissiez pas. Laissez-moi être clair à propos de quelque chose. Je n'ai pas besoin de leur argent. Nathan et moi pourrions payer ce mariage 2 fois. Mais ce n'est pas le point. Le point est qu'ils ont donné 127 000 $ à Derek avec un sourire et un toast. Et ils m'offrent des conditions et des ultimatums. Cela n'a jamais été à propos de l'argent. C'est à propos de savoir si je compte autant que mon frère. Et j'ai ma réponse. Maintenant, retour 3 mois avant le mariage. Les appels ont commencé la semaine après que j'ai dit à mon père que je paierais le mariage moi-même. D'abord, c'était tante Marge, Mira, ma chérie, ta mère dit que tu n'invites pas la famille au mariage. Ça ne peut pas être vrai. Puis oncle Tom, j'ai entendu dire que tu faisais une sorte de truc exclusif. C'est quoi cette histoire de pas d'enfants autorisés? Puis Darlene Henderson de l'église, à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans, ta pauvre mère est hors d'elle. Elle dit que tu l'as complètement exclue. J'ai essayé d'expliquer. Le « sans enfant » était un choix que faisaient beaucoup de couples. Nous voulions une cérémonie intime. Ce n'était pas un rejet de qui que ce soit. Personne n'écoutait. Mon téléphone bourdonnait constamment. Appels manqués, messages vocaux, textos de cousins à qui j'avais à peine parlé depuis l'enfance, tous avec le même thème, comment as-tu pu faire ça à tes parents? Puis ma mère a publié sur Facebook. Elle ne m'a pas nommé directement. Elle n'en avait pas besoin. Ça me brise le cœur quand les enfants oublient tout ce que leurs parents ont sacrifié pour eux. Nous avons tout donné et c'est comme ça qu'on nous remercie. Prières appréciées. En moins d'1 heure, il y avait 47 commentaires. Des proches que je n'avais pas vus depuis des décennies offrant leur sympathie. Des amis de ma mère de l'église exprimant leur choc. Un cousin commentant, vraiment désolé, tante Linda. Certains gamins ne comprennent tout simplement pas les valeurs familiales. Je suis resté assise dans mon bureau, téléphone à la main, regardant les notifications défiler. Ma mère avait transformé mon mariage en un référendum public sur mon caractère. Elle s'était fait passer pour la victime avant même que j'aie envoyé une seule invitation. Nathan m'a trouvé en train de faire défiler les commentaires à minuit. « Éteins ça », a-t-il dit doucement. Ils font du théâtre. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos d'eux qui essaient de passer pour des martyrs. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison, mais ça faisait quand même mal. Ma mère s'est présentée à mon bureau un mardi. J'étais en réunion quand mon assistante a frappé à la porte vitrée, son visage excusant. Il y a une femme à la réception. Elle dit qu'elle est votre mère. Elle fait une scène. Je me suis excusé et j'ai marché vers le hall. Ma mère se tenait au bureau de réception, mouchoir serré dans la main, mascara coulant sur ses joues. 3 de mes collègues s'étaient arrêtés pour regarder depuis le couloir. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Mira. Elle a attrapé mon bras. « Nous devons parler, s'il te plaît. Je t'en supplie. » La réceptionniste, une jeune femme de 24 ans nommée Chloé, qui n'était dans l'entreprise que depuis 3 mois, nous regardait avec de grands yeux. « Parlons dans la salle de conférence », ai-je dit doucement. Je l'ai conduite dans le couloir, devant les bureaux vitrés, sentant chaque paire d'yeux dans mon dos. Les talons de ma mère claquaient sur le sol en marbre. Elle pleurait toujours, des larmes théâtrales, le genre qui venait facilement et séchait rapidement. J'ai fermé la porte de la salle de conférence. « Tu dois changer d'avis », a-t-elle dit immédiatement. Les larmes s'étaient arrêtées. Ça a assez duré. Ton père ne peut pas dormir.
Je ne peux pas manger. Tu déchires cette famille. Maman, tu as publié sur moi sur Facebook. Tu as appelé tous mes proches et tu leur as dit. Parce que tu ne m'as laissé aucun choix. Sa voix a monté. Tu nous embarrassais. Tout le monde est au courant de cette règle ridicule sans enfant. Les gens posent des questions. Alors dis-leur la vérité. Dis-leur que tu m'as offert de l'argent conditionnel avec une liste d'exigences, et que j'ai refusé. Ses yeux se sont rétrécis. C'est une façon très égoïste de voir les choses. S'il te plaît, pars, ai-je dit. Je ne discuterai pas de cela sur mon lieu de travail. J'ai tenu la porte ouverte. Elle a ramassé son sac, son manteau. Sur le seuil, elle s'est retournée. Tu regretteras ça, Mira. Note mes mots. L'email de mon père est arrivé ce vendredi. Objet, dernier mot. Je l'ai ouvert à mon bureau, mon café refroidissant à côté de mon clavier. Le message était long. 3 paragraphes entiers de griefs que j'avais déjà entendus, variantes de toute ma vie. Il a listé chaque sacrifice qu'ils avaient fait pour moi, les appareils dentaires quand j'avais 12 ans, l'assurance automobile qu'ils avaient payée pendant l'université, le moment où ils avaient conduit 4 heures pour me voir obtenir mon diplôme. Comme si assister à la remise de diplôme de leur fille était un acte extraordinaire de générosité plutôt qu'une attente parentale de base. Puis est venu le dernier paragraphe, tu as rendu ton choix clair. Tu as choisi Nathan et sa famille riche plutôt que les gens qui t'ont élevé. Si c'est ta décision, alors nous en avons fini. Ne t'attends pas à ce que nous nous présentions et fassions semblant que tout va bien. Si tu poursuis ce mariage sans suivre nos conditions, nous ne serons pas présents et tu peux oublier le fait de faire partie de cette famille. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à Nathan et à son ami Michael, un avocat spécialisé en droit de la famille au cabinet. Garde ça, a dit Michael quand il m'a appelé 1 heure plus tard. Tu n'en auras probablement pas besoin pour quelque chose de légal, mais la documentation compte. Si cela devient un jour une situation de elle a dit sur qui a coupé les ponts avec qui, tu as l'horodatage. J'ai imprimé l'email. Je l'ai mis dans un dossier Mani intitulé « Documentation familiale ». Le même dossier où j'avais sauvegardé la promesse originale de $100 000 de ma mère. 2 emails, 2 horodatages, l'un promettant le soutien, l'autre menaçant l'abandon. L'écart entre les deux racontait toute l'histoire de ma famille mieux que je ne pourrais jamais le faire. Ce soir-là, Nathan m'a tenu alors que je regardais le plafond. « Que veux-tu faire » a-t-il demandé. « Je veux avoir notre mariage » ai-je dit. « Notre façon, et je veux arrêter de faire semblant qu'ils changeront un jour. » J'ai écrit la réponse à 2 heures du matin. Nathan dormait à côté de moi, un bras drapé sur ma taille. La chambre était sombre, sauf pour la lueur de l'écran de mon ordinateur. « Papa, j'ai lu ton email. Je comprends ta position et je respecte ton droit de faire tes propres choix. Le mariage aura lieu comme prévu. Toi et maman êtes les bienvenus en tant qu'invités. Il n'y aura pas de rôles spéciaux, pas de discours, pas de place réservée pour les parents de la mariée, mais vous êtes les bienvenus. Je ne fais pas ça pour te blesser. Je le fais parce que j'ai réalisé qu'accepter tes conditions signifierait commencer mon mariage en abandonnant mes propres limites. Je ne peux pas faire ça. J'espère que tu reconsidéreras. J'espère que tu choisiras de faire partie de ce jour, même si ce n'est pas selon tes termes. Mais je ne supplierai pas amour, Mira. J'ai appuyé sur envoyer. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Il devait être réveillé, aussi. Si nous ne pouvons pas être traités comme tes parents, nous ne serons pas là. C'est ton choix, pas le nôtre. Souviens-toi de ça. J'ai fermé l'ordinateur. Dans l'obscurité, j'ai senti le poids de ce que je venais de faire. J'avais tracé une ligne. J'avais refusé de la franchir. Et mes parents étaient partis. Nathan a bougé à côté de moi. Et, a-t-il murmuré. Qu'est-ce qui ne va pas? Je leur ai dit qu'ils pouvaient venir en tant qu'invités. Pas de traitement spécial. Ils ont dit non. Il m'a serré contre lui. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'étais surprise de constater que je ne pleurais pas. Je ne suis pas désolé. Je suis triste, mais je ne suis pas désolé. Il y avait quelque chose de presque paisible là-dedans. La finalité. Plus d'espoir. Plus de doute à savoir si cette fois serait différente.
Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je ferai le mien. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles. Je me réveillais à 3 heures du matin, le cœur battant, l'esprit tourné par les doutes. Et si j'avais tort? Et si j'étais la méchante de cette histoire? Et si je détruisais ma famille à cause d'une liste d'invités? Mes proches avaient pour la plupart cessé d'appeler. Le silence était pire que la pression. J'avais été excommunié, semblait-il, sans annonce formelle. J'ai perdu 3 kg. Nathan a commencé à me préparer des smoothies parce que je ne pouvais pas supporter de nourriture solide avant midi. Une nuit, je me suis retrouvé dans la salle de bain, pleurant si fort que je ne pouvais plus respirer, alors que Nathan attendait de l'autre côté de la porte, impuissant. Je ne sais pas si je fais la bonne chose, ai-je étouffé. Je continuais à penser aux bons souvenirs. Ils existaient. Ils devaient avoir existé. Mon père m'apprenant à faire du vélo. Ma mère me tressant les cheveux avant l'école. La montre que mon père m'avait donnée à la remise des diplômes. Une fine Seiko en or que je gardais toujours dans son écrin de velours sur ma commode. Je ne la portais plus jamais, mais je ne pouvais pas non plus la jeter. Étais-je égoïste? Étais-je en train de punir mes parents pour ne pas m'aimer comme je voulais être aimé? Un matin, j'ai tapé un texto à ma mère, peut-on se parler? Peut-être y a-t-il un terrain d'entente. J'ai fixé le texte pendant 20 minutes. Puis je l'ai supprimé parce que je me suis souvenu de la publication Facebook, des proches recrutés pour m'appeler, de la scène à mon bureau, de l'email de mon père promettant de me couper les vivres si je ne me pliais pas. Ce n'était pas un désaccord sur les détails du mariage. C'était une lutte de pouvoir. Et si je cédais maintenant, je céderais pour toujours. J'ai posé mon téléphone. Je suis allé travailler. J'ai continué. Derek m'a envoyé un texto le dimanche, on peut se voir? Café? Je veux aider. J'ai failli dire non. Mais une partie de moi, celle qui se souvenait encore de mon grand frère me laissant l'accompagner à la salle d'arcade quand nous étions enfants, voulait croire qu'il était sincère. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de Fenway. Derek était déjà là quand je suis arrivé, portant un polo froissé et tenant un café noir. Il avait l'air fatigué. Sa lueur d'enfant prodige s'était éteinte quelque part en cours de route. Et, il s'est levé pour me serrer dans ses bras. Merci d'être venu. Nous nous sommes assis. Il tripotait sa tasse de café. Écoute, a-t-il dit, maman et papa souffrent vraiment. Ils ont l'impression que tu les as abandonnés. Est-ce qu'ils t'ont envoyé ici? Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Derek, je n'ai abandonné personne. Papa m'a envoyé un email disant que si je ne suivais pas leurs règles, je suis hors de la famille. J'ai dit que je les accueillerais en tant qu'invité. Ils ont refusé. Peut-être que tu pourrais faire un effort. Tu sais comment ils sont. Ils sont vieux jeux. Si tu invitais juste tante Marge et quelques cousins. Derek, je me suis penché en avant. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu t'es marié, t'ont-ils donné une liste d'exigences? T'ont-ils menacé de retirer le financement si tu ne te pliais pas? Il a détourné les yeux. Non. Je réponds pour toi, ai-je dit. Ils ne l'ont pas fait parce que tu es le fils et je ne suis que la fille qui est censée être reconnaissante pour toutes les miettes qu'elle reçoit. Derek s'est agité inconfortablement. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est vrai. Il a fini son café en silence. Quand il s'est levé pour partir, il a fait une pause, j'espère que tu sais ce que tu fais, Mira, parce qu'une fois que tu brûles ce pont, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé Derek s'éloigner. Il n'avait pas tort. Mais le pont était déjà en feu. Ce n'était juste pas moi qui avais allumé l'allumette. Ce soir-là, Nathan m'a trouvé sur le canapé, fixant mon téléphone. Derek, a-t-il deviné? Ouais. Il a essayé de jouer au pacificateur, sauf que sa version de la paix, c'est que je me rende. Nathan s'est assis à côté de moi. Il n'a pas essayé de réparer les choses. Il ne l'a jamais fait. Il a juste attendu. Je n'arrête pas de remettre mes décisions en question, ai-je admis, me demandant si j'étais têtu, si je devais juste céder et inviter tout le monde et sourire tout au long. Veux-tu faire ça? Non. La réponse est venue immédiatement. Non, je ne veux pas.
Alors ne le fais pas. Il m'a serré contre son côté. Mira, tu as passé toute ta vie à essayer de gagner quelque chose qui aurait dû être donné librement. L'approbation de tes parents, leur amour. Tu as travaillé plus dur, accompli plus, demandé moins. Et ça n'a jamais été assez parce que ce n'était jamais à propos de ce que tu faisais. C'était à propos de qui tu es. J'ai fermé les yeux. Tu n'es pas le problème, a-t-il dit doucement. Tu ne l'as jamais été. Le lendemain matin, Eleanor a appelé. J'ai entendu dire que tu avais eu une semaine difficile, a-t-elle dit. Pas de préambule, pas de bavardage. Nathan t'a raconté. Il est inquiet. Je le suis aussi. Elle a fait une pause. Mira, quand j'ai choisi d'épouser James contre la volonté de mes parents, je les ai perdus pendant 3 ans. 3 ans de silence. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Comment as-tu traversé ça? En me souvenant que ce n'était pas moi qui les rejetais. C'était eux qui me rejetaient pour avoir fait mon propre choix. Il y a une différence. Sa voix s'est adoucie. Tu ne détruis rien, ma chérie. Tu refuses juste enfin de faire semblant que les fissures n'étaient pas déjà là. Cette nuit-là, j'ai regardé la photo de fiançailles sur notre mur. Nathan et moi riant dans le Boston Common. Des feuilles dorées tourbillonnant autour de nous. Je n'avais pas besoin de la permission de mes parents pour être heureuse. J'avais juste besoin de me donner la permission à moi-même à la place. Jessica a étalé les plans finaux sur sa table de conférence comme un général se préparant à la bataille. Ok, a-t-elle dit, les yeux brillants. Parlons de ton mariage de rêve. Le lieu, un domaine viticole privé dans la Napa Valley. Collines vallonnées, vignes anciennes, terrasses en pierre surplombant la vallée. La famille de Nathan avait des contacts avec les propriétaires. Nous avions obtenu un tarif qui aurait été impossible autrement. La liste d'invités, 85 personnes, soigneusement sélectionnées. Pas d'invitation par obligation, pas de parents éloignés à qui je n'avais jamais parlé, pas d'enfants hurlants. Le budget, 90 000 $. Nathan et moi avons contribué à hauteur de 40 000 $ de nos économies. Le cadeau d'Eleanor couvrait 50 000 $. Jessica, fidèle à sa parole, fournissait ses services au prix coûtant, normalement une valeur de 30 000 $, maintenant inclus comme cadeau de mariage pour nous. Sans enfants, a confirmé Jessica. Cérémonie sans enfants au coucher du soleil. Golden Hour, la seule demande de Nathan, a-t-elle souri. Ce sera mon meilleur travail. J'espère que tu le sais. J'ai regardé le mood board qu'elle avait créé. Lignes épurées, fleurs blanches, éclairage doux, élégante simplicité. Rien de clinquant, rien de trop fait, juste de la beauté. Et ta famille, a demandé Jessica prudemment. Des changements sur ce front? J'ai secoué la tête. Ils ont fait leur choix. Ok. Elle a pris une note. Je ferai briefer la sécurité, juste au cas où. Parfois, les gens se présentent sans invitation à ces choses-là. Je n'y avais pas pensé. Tu penses qu'ils pourraient s'incruster au mariage? Je pense que les gens font des choses inattendues quand ils réalisent qu'ils ne sont pas aux commandes. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Espère le meilleur, planifie le pire. C'est ma devise. J'ai hoché la tête lentement. La possibilité ne m'était pas venue à l'esprit que mes parents puissent essayer de s'imposer. Mais Jessica faisait ça depuis 8 ans. Elle savait des choses que j'ignorais. La liste d'invités était un document que je n'avais montré à personne en dehors de Nathan et Jessica. Mais en le révisant une dernière fois, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas juste une liste d'invités de mariage. C'était un testament de la vie que j'avais construite. Le côté de Nathan incluait l'associé directeur de Morrison & Whitmore, un juge fédéral qui l'avait mentoré à la faculté de droit, 3 associés de cabinets concurrents qui étaient devenus des amis proches, le PDG d'une entreprise Fortune 500. Un client que Nathan avait représenté dans une fusion complexe. Mon côté incluait mon mentor de l'école de commerce, maintenant professeur à la Harvard Business School, 2 collègues devenus de vrais amis, un ancien client qui avait lancé une organisation à but non lucratif grâce à mes conseils financiers. Et puis, il y avait le réseau d'Eleanor, philanthrope, mécène des arts, un ancien sénateur qui siégeait au conseil d'administration de sa fondation caritative. Au bas de la liste, 5 noms de ma famille, cousine Sarah,
la fille de Derek, qui avait toujours été gentille avec moi, Paula, la cousine germaine de ma mère, qui m'avait envoyé un texto de soutien après l'incident Facebook, 3 autres parents qui avaient ostensiblement choisi de ne pas se joindre au lynchage public. J'avais aussi invité Carol Bennett. Carol avait 60 ans, une comptable à la retraite qui avait travaillé avec ma mère à son ancien travail il y a des décennies. Elles étaient restées en contact, cartes de Noël, déjeuners occasionnels. J'avais toujours aimé Carol. Elle avait un esprit vif et des observations encore plus pointues. Plus important encore, Carol savait des choses. Ma mère s'était toujours confiée à elle sur les finances, sur la famille, sur les plans qu'elle et mon père avaient faits. Je n'invitais pas Carol pour causer des ennuis. Je l'invitais parce qu'elle était gentille et parce qu'une partie de moi savait que la vérité finit toujours par refaire surface quand les bonnes personnes sont dans la salle. Les invitations sont parties un jeudi. Le compte à rebours avait officiellement commencé. Sarah a publié son invitation sur Instagram. C'était comme ça que ma mère l'a découvert. Une simple photo, l'enveloppe, la calligraphie, le lieu, Napa Valley, Californie. Sarah l'avait légendé avec une chaîne d'émojis de champagne et les mots « saison des mariages ». Mon téléphone a sonné dans l'heure. « Tu as invité Sarah mais pas sa mère ?» La voix de ma mère était de glace. « Tu as invité la fille de ta cousine mais pas ta propre tante ?» J'ai invité les gens qui m'ont soutenu, ai-je dit calmement. J'étais à la maison, assise sur le balcon, regardant le coucher du soleil peindre les gratte-ciel de Boston en orange. Tante Suzanne a passé les 2 derniers mois à me traiter d'ingrate. Sarah m'a envoyé un texto disant qu'elle était désolée pour le drame familial. C'est calculé. Tu fais ça pour nous blesser. Je fais ça pour avoir le mariage que je veux. Tu as fait ton choix, maman. Ce sont les conséquences. Une inspiration brusque. Alors, où est ce vignoble, d'ailleurs? Comment peux-tu te permettre Napa Valley sans notre aide? Je n'ai pas répondu à ça. Qui paie pour ça, a-t-elle insisté. Est-ce les Whitmore? Financent-ils tout? Laisses-tu tes beaux-parents payer pour un mariage que tes propres parents devraient payer? Devraient, payer, pas, ont proposé, de payer. Devraient. Comme si c'était toujours une obligation qu'ils remplissaient plutôt qu'un cadeau qu'ils avaient retiré. Les Whitmore ont été généreux, ai-je dit. Mes amis aussi. C'est tout ce que je dirais sur le budget. Silence. Puis sur un ton différent, Mira, nous devrions parler de ça en personne. Peut-être qu'on peut trouver une solution. L'invitation tient, maman. Tu peux venir en tant qu'invité. L'offre n'a pas changé. Ce n'est pas assez bien. Alors je suis désolé. J'ai raccroché, mais l'appel m'avait dit quelque chose d'important, il faisait attention, et il commençait à s'inquiéter. J'ai appris plus tard ce qui s'est passé ensuite de la part de ma cousine Sarah. Ma mère a appelé tous ceux qu'elle connaissait. Non pas pour s'excuser, non pas pour se réconcilier, pour enquêter. Elle a googlé la famille Whitmore. Elle a trouvé le site web de la fondation d'Eleanor. Le conseil d'administration était parsemé de noms qui apparaissaient dans les pages de société et les journaux économiques. Elle a trouvé des articles sur James Whitmore, décédé maintenant, mais autrefois juge fédéral avec une réputation en or. Elle a cherché Nathan sur LinkedIn, associé à 32 ans, Harvard Law, travail pro bono qui avait été présenté dans le Boston Globe. Et puis, elle a cherché le vignoble. Linda m'a appelé dans un état de panique, Sarah me l'a dit plus tard. Elle était là, sais-tu ce que coûte ce lieu? Sais-tu le genre de personne qui se marie là-bas? Je pensais qu'elle allait hyperventiler. Mon père a appelé le lendemain soir. Son ton était différent, plus doux, presque conciliant. Mira, peut-être que nous avons été trop précipités. Ta mère et moi aimerions discuter plus avant. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour un dîner ce week-end? J'ai reconnu cette voix. C'était la voix qu'il utilisait quand il voulait quelque chose, quand il recalibrait sa stratégie. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Rien n'a changé. Nous avons juste. Nous réfléchissions. La famille, c'est la famille. Nous devrions être là pour ton mariage. La famille, c'est la famille. La phrase qui avait été utilisée contre moi pendant des mois maintenant déployée comme un rameau d'olivier. Vous êtes les bienvenus, ai-je dit, en tant qu'invité. Pas de discours,
pas de place spéciale, pas de rôle de parent de la mariée, juste des invités. Une longue pause. C'est ta réponse finale. C'est toujours ma réponse, papa. Ça n'a pas changé. Il a raccroché sans dire au revoir. Le mariage était dans 3 semaines et mes parents avaient enfin réalisé qu'ils étaient sur le point d'être à l'extérieur de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. À ce point de mon histoire, je savais que quelque chose arrivait. Mes parents ne voulaient pas soudainement se réconcilier parce qu'ils avaient changé d'avis. Ils avaient changé de stratégie. Ils avaient vu la liste d'invités, le lieu, le genre de vie que je construisais sans eux, et ils voulaient en faire partie. Mais accepteraient-ils mes conditions? Se présenteraient-ils au mariage? Et que se passerait-il quand ils découvriraient ce que Carol Bennett savait? Continuez à regarder. Le dîner de répétition est ensuite. Si vous êtes encore ici, laissez un commentaire avec votre prédiction. J'adorerais entendre ce que vous pensez qu'il s'est passé. Le dîner de répétition était censé être intime. 30 personnes dans un restaurant étoilé au guide Michelin surplombant les vignobles de Napa. Amis proches, famille immédiate, les personnes qui comptaient le plus. Mes parents n'étaient pas sur la liste, ce qui explique pourquoi mon cœur s'est arrêté quand je les ai vus franchir la porte. Ma mère portait sa meilleure robe, celle qu'elle gardait pour les enterrements et les occasions fastueuses. Mon père avait mis une cravate. Ils avaient l'air respectables, presque humbles, debout dans le hall d'entrée pendant que l'hôtesse consultait son plan de salle avec une confusion évidente. « Je suis la mère de la mariée », ai-je entendu ma mère dire. « Il doit y avoir une erreur. » J'ai senti la main de Nathan se serrer sur mon bras. Autour de nous, les conversations ont faibli. Eleanor a levé les yeux de son champagne, son expression illisible. « Je m'en occupe », ai-je dit. J'ai marché vers eux. Mes talons claquaient sur le bois. Chaque œil dans la pièce suivait. « Maman, papa. » J'ai gardé ma voix basse, stable. « Vous n'étiez pas sur la liste des invités pour ce soir. Nous sommes tes parents, Mira. » La voix de ma mère tremblait. Détresse performative. Nous avons tous les droits d'être ici. Nous avons volé 3000 miles. Vous n'étiez pas invité. Nous sommes ici pour te soutenir. N'est-ce pas ce que tu voulais? Jessica s'est matérialisée à côté de moi, tablette à la main. Madame, monsieur, si je pouvais vous parler en privé un instant. Le visage de mon père a rougi. Nous n'avons pas besoin de parler en privé. Nous avons besoin d'être conduits à l'événement de notre fille. Eleanor s'est levée de son siège et a traversé la pièce. Elle se déplaçait comme de l'eau, gracieuse, sans précipitation, impossible à ignorer. Richard. Linda. Sa voix était chaleureuse mais ferme. Peut-être pourrions-nous discuter de cela dans la salle à manger privée. Je détesterais que cela devienne une scène. Mon père a regardé Eleanor, ses perles, sa posture, son autorité tranquille, et une partie de sa fanfaronnade s'est dissipée de son visage. Très bien, a-t-il dit sèchement. Parlons. La salle à manger privée était petite. Une table pour 6, des bouteilles de vin alignant les murs, un éclairage doux qui ne pouvait pas adoucir l'attention. Mes parents étaient assis d'un côté. Nathan, Eleanor et moi étions assis de l'autre. Mon père a parlé en premier, nous sommes venus soutenir notre fille. C'est tout. Vous êtes venus sans invitation, ai-je dit. Après m'avoir envoyé un email disant que vous me couperiez les vivres si je n'obéissais pas à vos conditions. C'était un malentendu. J'ai l'email, papa. J'ai sorti mon téléphone. Voudriez-vous que je le lise? Si tu poursuis ce mariage sans suivre nos conditions, nous ne serons pas présents et tu peux oublier le fait de faire partie de cette famille. C'est ce que tu as écrit. Son visage est devenu pâle. Ma mère a coupé, nous étions blessés. Nous avons dit des choses que nous ne pensions pas. Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas excusé? Pourquoi êtes-vous venu à mon bureau? Pourquoi avez-vous publié sur moi sur Facebook? Pourquoi avez-vous recruté des proches pour me faire pression? Silence. Eleanor a parlé, sa voix douce, Richard, Linda, je comprends que c'est difficile. Lâcher le contrôle sur nos enfants est l'une des choses les plus difficiles qu'un parent puisse faire. Mais ce que vous avez décrit, conditions, ultimatum, honte publique, ce n'est pas du soutien, c'est de la coercition. Ma mère s'est tournée vers elle, avec tout le respect,
Madame Whitmore, ce ne sont pas vos affaires. Myra est ma famille maintenant, a dit Eleanor simplement. Cela en fait mes affaires. C'est notre fille. Alors agissez comme telle. Le ton d'Eleanor n'est pas devenu plus tranchant, mais quelque chose dedans a fait taire ma mère. Être parent, ce n'est pas à propos du contrôle. C'est à propos d'être présent pour votre enfant. Même quand ils font des choix que vous ne comprenez pas, Myra vous a invité à ce mariage en tant qu'invité. Elle vous invite toujours. La question est de savoir si vous pouvez accepter cela. Mon père a fixé la table. Les yeux de ma mère étaient humides de larmes. Des vrais cette fois, ai-je pensé. Aucun d'eux n'a parlé. Enfin, mon père s'est levé, nous ne serons pas humiliés comme ça, a-t-il dit. Si nous ne pouvons pas être reconnus comme tes parents, nous ne ferons pas semblant. Personne ne vous demande de faire semblant, papa. Je vous demande d'être présent selon des termes qui nous respectent tous les deux. Il a secoué la tête. Tu as fait ton choix. Tu as choisi les Whitmore. Tu as choisi une foule d'étrangers plutôt que ta propre chair et ton sang. J'ai choisi un mariage qui reflète mes valeurs. Si vous ne pouvez pas accepter ça, nous ne pouvons pas. Ma mère s'est levée, rassemblant son sac. Nous ne serons pas traités comme des invités ordinaires quand nous sommes tes parents. Elle a regardé Eleanor avec quelque chose comme de la haine. J'espère que tu es heureuse. Tu as tourné notre fille contre nous. Personne ne m'a tourné contre vous, ai-je dit doucement. J'ai pris ma propre décision. J'aimerais que vous puissiez voir la différence. La lèvre de ma mère a tremblé. Tu regretteras ça, Myra. Le jour de ton mariage, quand tu nous chercheras et que nous ne serons pas là, tu le regretteras. Elle s'est retournée et est partie. Mon père a suivi. Je les ai regardés partir. La porte s'est refermée. Le clic a résonné dans la salle silencieuse. Nathan a passé son bras autour de moi. Eleanor a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Ne le soyez pas. Ma voix était stable, mais à l'intérieur, quelque chose souffrait. Ils avaient fait leur choix tout comme j'avais fait le mien. Nous sommes retournés dans la salle à manger principale. Les invités avaient repris leur conversation, bien que plusieurs pères Dieu nous suivaient avec préoccupation. Carol Bennett était assise près du bout de la table, un verre de vin à la main. Elle m'a regardé entrer. Nos yeux se sont rencontrés, et elle m'a fait un petit signe de tête compréhensif, comme si elle savait ce qui arrivait, comme si elle savait ce que je ne savais pas encore. Le reste du dîner de répétition a passé dans un brouillard de toast et de rire, mais mon esprit revenait sans cesse au dos de mes parents qui s'éloignaient. Nathan a fait un discours. Eleanor a fait un discours. Jessica a rassemblé tout le monde pour une photo de groupe sur la terrasse, le vignoble s'étendant doré et infini derrière nous. Tu vas bien, a demandé Nathan doucement pendant que nous posions. Ouais, j'ai souri pour la caméra. Je pense que je le suis. Plus tard dans la nuit, seul dans notre chambre au complexe, je fixais le plafond pendant que Nathan dormait. Je pensais à ce que ma mère avait dit, tu regretteras ça. Mais je connaissais déjà la vérité. J'aurais regretté s'ils étaient restés loin. J'aurais regretté s'ils étaient venus et avaient fait une scène. J'aurais regretté quoi qu'il arrive parce qu'il n'y avait aucune version de l'histoire où tout le monde obtenait ce qu'il voulait. La seule chose que je pouvais contrôler était si je regrettais mes propres choix. Et je ne les regrettais pas. Pas les limites que j'avais fixées. Pas la liste d'invités que j'avais faite. Pas le mariage que j'avais prévu avec Nathan et notre vraie famille, celle que nous avions choisie. Mon téléphone a bourdonné sur la table de chevet. Un texto de Sarah, OMG. Ta mère vient d'appeler ma mère. Elle est furieuse. Elle n'arrête pas de dire, attends qu'il découvre. Découvrir quoi? J'ai fixé le message. Découvrir quoi? Qu'est-ce que ma mère pouvait bien penser savoir qui changerait quoi que ce soit? J'ai tapé en retour, aucune idée, mais merci pour l'avertissement. J'ai posé le téléphone. Demain était le jour de mon mariage. Ce que ma mère pensait avoir encore en réserve pour jouer, je m'en occuperai demain. Ce soir, je voulais juste dormir. Pour la première fois depuis des mois, je le pouvais vraiment. Je me suis réveillé le jour de mon mariage avec le soleil passant à travers les rideaux et le son lointain de quelqu'un débouchant du champagne.
Jessica est apparue avec son équipe à 8 heures pile. Coiffeur, maquilleuse, une femme dont le seul travail était apparemment de défroisser ma robe jusqu'à ce qu'elle soit littéralement parfaite. Aujourd'hui est ton jour, a dit Jessica, me tendant un mimosa. Peu importe ce qui est arrivé hier, oublie-le. Aujourd'hui est à propos de toi et Nathan. Je les ai laissés s'occuper de moi. La robe était une Monique Huillier, un cadeau d'Eleanor, trompeusement simple de la manière dont seules les choses vraiment coûteuses peuvent l'être. Dentelle française, doublure en soie, une traîne qui chuchotait sur le sol. À 16 heures, je me suis tenu à la porte de la suite nuptiale et je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait était quelqu'un que je ne reconnaissais presque pas. Non pas à cause du maquillage ou de la robe, mais à cause de l'expression dans ses yeux, calme, certaine, prête. La cérémonie était à 17 heures. 85 invités rassemblés sur la terrasse en pierre alors que le soleil commençait sa descente vers les collines du vignoble. Des roses blanches bordaient l'allée. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et de lancinant. Nathan m'attendait sous une pergola en bois drapée de verdure et de guirlandes lumineuses. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai marché dans l'allée seul. Aucun père pour me donner. Je n'avais demandé à personne de remplir ce rôle. Je n'avais pas besoin d'être donné. Je me donnais de ma propre volonté à l'homme que j'aimais. Au premier rang, j'avais laissé 2 chaises vides, les sièges de mes parents, juste au cas où. Elles sont restées vides. Et alors que je prenais les mains de Nathan et que je regardais dans ses yeux, j'ai réalisé quelque chose, je n'étais plus triste. J'étais libre. La réception était magnifique. Dîner sous les étoiles. Guirlandes lumineuses suspendues au-dessus des longues tables. Vin provenant de la cave même du vignoble coulant librement. Je dansais avec Eleanor quand Sarah m'a trouvé. Mira. Elle a tiré mon coude. Tu dois entendre ça. Carol Bennett vient de me dire quelque chose de fou. Je me suis excusé et j'ai suivi Sarah dans un coin tranquille du jardin. Carol était là, verre de vin à la main, l'air troublé. Je suis désolé d'aborder ça le jour de ton mariage, a dit Carol. Mais je garde ça depuis des heures et ça me ronge. Qu'est-ce que c'est? Carol a pris une inspiration, ta mère et moi avons travaillé ensemble pendant 15 ans. Nous étions proches. Elle me disait des choses sur l'argent, sur les plans de famille. J'ai hoché la tête. Je savais cela. Il y a quelques années, elle m'a parlé d'un fonds, un compte d'épargne qu'elle et ton père avaient mis en place quand les enfants étaient jeunes pour les mariages des enfants. Mon estomac s'est noué. Elle m'a dit le montant, 150 000 $. Elle a dit qu'il y ajoutait depuis que Derek était tout petit. 50 pour l'université, 100 pour les mariages. Divisé équitablement. Divisé équitablement. Ma voix était à peine un murmure. C'est ce qu'elle a dit. 75 000 chacun pour les 2 enfants. Carol a secoué la tête. Mais ensuite, j'ai entendu ce qui se passait. Comment ils ont payé plus de 100 000 $ pour le mariage de Derek et t'ont dit qu'il n'y avait aucun fonds. Et j'ai pensé que ça ne pouvait pas être juste. Je me suis appuyé contre un treillis, mon cœur battant. 150 000 divisé équitablement. C'est ce que ma mère avait dit à Carol. Mais Derek avait obtenu 127 000 $ et j'avais obtenu rien. Je suis tellement désolé, Mira, a dit Carol doucement. J'ai pensé que tu devrais savoir. Je ne l'ai dit à personne d'autre. Pas tout de suite. Mais Carol l'a fait. Je ne pense pas qu'elle ait eu l'intention de causer des ennuis. Elle était juste Carol, honnête jusqu'au bout, le genre de personne qui ne peut pas laisser l'hypocrisie rester sans être contestée. Et quand elle est retournée à la table et que tante Paula a demandé pourquoi elle semblait si sérieuse, Carol a dit la vérité. La nouvelle s'est répandue comme du vin renversé sur une nappe blanche. Au moment où je coupais le gâteau avec Nathan, j'ai remarqué les chuchotements. Des invités regroupés en petits groupes, me lançant des regards mêlant sympathie et choc. Sarah était sur son téléphone, envoyant des textos furieusement. Quelque chose arrive, a murmuré Nathan. Je sais. J'ai attrapé des fragments de conversation alors que nous nous déplacions dans la foule, 150 000. A dit à Carol il y a des années. Et ils ont donné tout à Derek. Pas étonnant qu'il ne soit pas venu. L'associé de Nathan, Michael, nous a approchés. Expression grave, Mira,
je viens d'entendre quelque chose d'intéressant de la part d'un des invités à propos d'un fonds familial. C'est vrai, ai-je dit doucement. Ma mère l'a dit à Carol Bennett il y a des années. Ils avaient de l'argent pour nous deux. Ils ont juste choisi de tout dépenser pour Derek. La mâchoire de Michael s'est crispée. Et ils ont eu le culot de mettre des conditions pour te donner quoi que ce soit. La vérité que j'avais soupçonnée, que Derek avait accidentellement confirmée, se répandait maintenant dans le mariage comme un feu de forêt. Et je n'avais rien fait pour que cela arrive. Je ne les avais pas exposés. Je ne les avais pas confrontés. J'avais juste invité Carol Bennett à mon mariage. La même Carol à qui ma mère avait fait confiance pour les secrets de famille. La même Carol qui croyait que la vérité ne devrait jamais être cachée. Parfois, la justice ne nécessite pas de vengeance. Parfois, il suffit de s'écarter et de laisser la vérité faire son travail. À 3000 miles de là, le téléphone de mes parents sonnait. Je l'ai appris plus tard par Sarah, qui avait appelé sa mère, qui avait appelé ma mère immédiatement après avoir entendu l'histoire de Carol. Est-ce vrai, a exigé tante Suzanne. Avez-vous vraiment eu 150 000 $ de côté? Avez-vous donné tout à Derek et rien à Mira? Ma mère, m'a-t-on dit, a essayé de mentir, Carol a mal compris. Ce n'était pas comme ça. Linda, Carol est une comptable certifiée. Elle se souvenait des chiffres. Elle s'est souvenue que tu vantais le fonds au déjeuner il y a 10 ans. C'était notre argent. Nous avions le droit de décider. Vous aviez le droit de mentir à votre fille, de prétendre qu'il n'y avait rien quand il y en avait beaucoup. Mon père a pris le téléphone, a essayé sa voix sévère, c'est une affaire de famille privée. Privée, a ri tante Suzanne. Vous l'avez rendu public quand vous avez mis l'histoire larmoyante de Linda sur Facebook devant tout le monde. Vous l'avez rendu public quand vous avez appelé chaque proche pour vous plaindre des choix de Mira. Et maintenant vous êtes pris, Richard. Tout le monde sait. Les appels ont continué. Oncle Tom, cousine Paula, même Carol elle-même, appelant pour dire qu'elle espérait ne pas avoir causé trop d'ennuis, mais qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse quand elle connaissait la vérité. Pendant ce temps, je dansais avec mon mari sous les étoiles. Je ne connaissais pas encore les appels téléphoniques. Je ne savais pas que ma mère pleurait dans son salon dans le Massachusetts pendant que je riais au toast dans la Napa Valley. Je savais seulement que j'étais heureuse. J'étais entouré de gens qui m'aimaient, réellement, sans condition ni calcul. Et quelque part au fond de mon esprit, je savais que ce n'était jamais à propos de vengeance. C'était à propos d'être enfin libre. Nous avons passé 2 semaines en Italie pour notre lune de miel, la côte amalfitaine exactement comme nous en avions rêvé. Villa en ruine, verger de citronniers qui ressemblaient à des peintures. J'ai éteint mon téléphone pendant la majeure partie. Nathan aussi. Quand nous avons atterri à Boston, la réalité nous a submergés. 17 appels manqués de Derek, 4 de proches à qui je n'avais pas parlé depuis des années, un message vocal de Carol s'excusant abondamment pour avoir remué les choses, et un texto de ma mère, tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier de toi. J'ai fixé le message pendant longtemps. Puis j'ai rangé mon téléphone et je suis rentré chez moi avec mon mari. Au cours des quelques jours suivants, j'ai appris ce qui s'était passé pendant notre absence. La famille s'était fracturée. Des tantes qui avaient autrefois soutenu les plaintes de ma mère remettaient maintenant tout en question. Des cousins qui m'avaient traité d'ingrate réévaluaient leur loyauté. Derek avait eu le pire. Sa femme Brittany avait commencé à poser des questions. Si tes parents t'ont donné 127 000 $ pour le mariage, d'où venait vraiment cet argent? Il est stressé, m'a dit Sarah lors d'un déjeuner. Les gens ne cessent de lui demander pourquoi il a tout eu et toi rien. Je ne pense pas qu'il y ait jamais pensé avant. Est-ce ma faute, ai-je demandé. Sarah a secoué la tête. Non, c'est la faute de ses parents de l'avoir mis dans cette position. Ma mère avait désactivé son Facebook. Mon père ne retournait pas les appels de la famille étendue. Il ne m'avait pas contacté. Pas une fois, pas pour s'excuser, pas pour expliquer, pas pour se réconcilier. Le silence disait tout. Et même si ça faisait mal, parce que ça faisait toujours mal, probablement toujours un peu, j'allais bien. J'avais construit une nouvelle vie. J'avais choisi ma propre famille. Et j'étais enfin libre. Les mois ont passé. Le scandale,
parce que c'est ce que c'était devenu, au moins au sein de la famille étendue Wells, a graduellement disparu dans un silence inconfortable. Les gens ont cessé d'en parler directement, mais la connaissance a persisté comme de la fumée. Mes parents ont perdu leur position d'aînés de la famille qui donnait des conseils lors des fêtes et médiatisait les disputes. Les gens ont cessé de les appeler. Le mariage de Derek a touché des eaux troubles. J'ai appris par Sarah que Brittany avait commencé à remettre en question beaucoup de choses. Pas seulement l'argent du mariage, mais le schéma de favoritisme, les attentes, la dynamique familiale qu'elle n'avait jamais examinée auparavant. Je n'étais heureuse de rien de tout cela. Je sais que cela peut être difficile à croire. Les gens aiment une histoire de vengeance où la victime regarde ses tourmenteurs souffrir et se sent satisfaite, mais je ne me sentais pas satisfaite. Je me sentais fatiguée. Un après-midi, je me suis retrouvée debout à mon bureau, tenant l'écrin en velours avec la montre que mon père m'avait donnée à la remise des diplômes. Cette Seiko en or que j'avais gardée mais jamais portée. Je l'ai ouverte. Le cadran de la montre a attrapé la lumière. C'était une jolie montre, pas chère, pas comme les choses qu'Eleanor portait, mais elle avait signifié quelque chose une fois, un moment où mon père m'avait regardé avec quelque chose comme de la fierté. J'ai fermé l'écrin et l'ai remis dans le tiroir. Je ne l'ai pas jeté. Certaines blessures ne guérissent pas en détruisant les choses qui les ont causées. Elles guérissent en reconnaissant ce qui a été, en pleurant ce qui aurait pu être, et en choisissant d'avancer quand même. Nathan m'a trouvé en train de regarder par la fenêtre ce soir-là, les lumières de la ville de Boston scintillant en dessous. « Tu penses à eux ?» a-t-il demandé. « Parfois », ai-je admis. « Est-ce étrange ? » Non. Il a passé ses bras autour de moi par derrière. « Ils sont toujours tes parents. Ça ne disparaît pas. » Non, ai-je convenu. Ça ne disparaît pas. Je ne sais pas si mes parents changeront un jour. Une partie de moi espère encore qu'ils le feront. Une partie de moi a accepté qu'ils ne le feront pas. Ce que je sais avec certitude, c'est ceci, j'ai passé 29 ans à essayer de gagner quelque chose qui aurait dû être donné librement. L'amour, l'acceptation, la simple reconnaissance que je valais autant que mon frère. Je me suis plié en 4 pour essayer de leur plaire. Je me suis rendue petite. J'ai accepté des conditions et des ultimatums et des cruautés occasionnelles parce que je pensais que c'était juste ainsi que fonctionnaient les familles. Il a fallu les perdre pour réaliser que je ne les avais jamais vraiment eus. Pas de la manière dont je voulais, pas de la manière dont je méritais. Mais voici la chose à propos de construire sa propre famille, vous pouvez choisir. Nathan m'a choisi. Eleanor m'a choisi. Jessica m'a choisi. Carol Bennett, à sa manière, m'a choisi en refusant de laisser les mensonges rester, et je me suis choisi moi-même. C'est la vraie fin de cette histoire. Pas la vengeance, pas le triomphe, pas même la justice en réalité, juste la liberté. La liberté de fixer des limites et de les faire respecter. La liberté d'aimer des gens qui vous aiment en retour sans astérisque. La liberté de marcher seul dans une allée parce que vous n'avez pas besoin d'être donné. Si vous regardez ceci et que vous êtes dans une situation similaire, si votre famille vous fait sentir que vous n'êtes pas assez, que leur amour vient avec des termes et des conditions, que vous êtes toujours à un mauvais pas d'être coupé. Je veux que vous sachiez quelque chose, vous êtes digne d'un amour inconditionnel. Et si les personnes qui étaient censées vous le donner ne le feront pas, vous avez le droit de le trouver ailleurs. Vous avez le droit de construire votre propre famille. Vous avez le droit de vous choisir vous-même. Je m'appelle Mira Wells. J'ai 29 ans et je sais enfin ce que signifie être libre. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû fixer des limites avec des personnes qui étaient censées vous aimer inconditionnellement, s'il vous plaît considérez d'aimer et de partager cette vidéo. Votre soutien signifie plus que vous ne le savez. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. J'en ai plein d'autres à partager, et laissez-moi un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà dû vous choisir vous-même plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre? Je veux entendre votre histoire. Nous sommes tous ensemble là-dedans. Vérifiez la description pour plus de vidéos. Je vous verrai dans la prochaine. Prenez soin de vous.